Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce grand débat des municipales consacré à la ville de Lacanau. Nous allons passer ensemble plus d'une heure pour débattre avec notamment vos questions, vos thématiques que vous nous avez fait remonter tout au long de ces derniers mois. Voilà, nous allons traiter les sujets dont vous êtes préoccupés. C'est votre émission et vous faites le contenu de cette émission. Alors je suis avec Julien Lestage, bonjour. Bonjour Lame. Vous êtes responsable de l'agence du Médoc et nous allons co-animer ce débat ensemble. Avant de parler de vos candidats et de vous les présenter, je voudrais d'abord qu'on s'intéresse à la ville de Lacanau avec une rapide carte d'identité et les principaux chiffres clés. La commune de Lacanau est une station littorale qui offre un cadre naturel de vie d'exception. Avec ses grandes plages, ses dunes, sa forêt et son lac, elle est une destination touristique reconnue. C'est l'une des communes les plus étendues du département. Pourtant, la densité de population reste assez faible. Lacanau compte aujourd'hui 5700 habitants et connaît une forte croissance démographique. L'âge moyen est de 49 ans. Le taux de chômage s'élève à 10%. Aujourd'hui, Lacanau doit faire face à plusieurs défis importants, comme l'érosion du littoral, l'aménagement du front de mer, la pression immobilière, mais aussi l'équilibre entre tourisme et qualité de vie, ainsi que les besoins en services publics. C'est ici que vivent les Canolais et les Canolaises. Bonjour à tous, bonjour à tous les trois. Donc vous êtes autour de la table les trois candidats aux élections municipales à Lacanau. Je présente donc Laurent Perrondet, le maire sortant, 61 ans. Pour l'invitation. 61 ans, maire sortant de Lacanau. Vous avez été élu en 2014 après une intense bataille. Ça s'était joué à quelques dizaines de voix, en souvenir. 2020, vous êtes passé au premier tour et vous représentez pour un troisième mandat aujourd'hui. Rodolphe India, 52 ans, candidat sans étiquette. Tout à fait. Lacanau naturellement, le nom de votre liste. Vous êtes agent immobilier. Vous avez déjà été dans la bataille des municipales en 2020. Vous étiez sur la liste de Jean-Yves Mas, qui ne se représente pas. Exactement. Et donc vous avez pris un peu la suite, si on peut dire les choses ainsi. Quelque peu. Benoît Berck, vous êtes un peu le nouveau en politique. Vous n'avez pas d'expérience ni dans une bataille municipale, ni dans une municipalité. Vous êtes candidat, 65 ans, une liste sans étiquette aussi. C'est bien de le préciser parce qu'on vous avait donné l'étiquette d'hiver droite alors que vous êtes sans étiquette, comme pour Rodolphe India, dans le cadre d'un article dans le Sud-Ouest. Et vous êtes retraité d'une carrière au ministère de l'Intérieur et de la Préfecture. Je reviens à Laurent Perrondet, vous avez une étiquette, vous êtes MODEM, vous êtes maire MODEM de cette commune de Lacanau. Je l'assume, mais la liste est plurielle, donc pour que mes coéquipiers ne soient pas marqués, je précise que l'appartenance, elle est individuelle. Elle est individuelle. Alors je rebondis là-dessus rapidement, ce que vient de préciser Laurent Perrondet, sans étiquette, mais vous avez quand même une sensibilité politique. Si vous devenez maire de Lacanau, il y a des élections intermédiaires, des élections départementales, des élections législatives. Vous vous raccrocheriez à quel candidat si on devait vous demander du soutien ? Écoutez, d'abord merci de l'invitation. Je crois que c'est un peu trop tôt de se prononcer. On n'est pas dans ce débat-là en projection. Mais effectivement, nous sommes un collectif citoyen, je dirais, sans étiquette. Moi, je ne m'intéresse pas, je dirais, à ce que mes colistiers mettent dans l'urne, je dirais, aux législatives, aux présidentielles à venir. Donc, pour l'instant, je pense que c'est prématuré peut-être de se projeter là-dessus. Voilà, donc effectivement, nous avons été classés dans le cadre du nuancier politique du ministère de l'Intérieur divers. Divers. Voilà, puisque, voilà. Donc, et je m'en félicite. Rodolphe India. Oui, également, je suis classé divers, effectivement, puisque nous n'avons pas d'appartenance à aucun parti. À titre personnel, effectivement, j'ai peut-être été classé divers droite puisque j'ai été membre des Républicains il y a quelques années, mais ça c'est à titre personnel. Donc sur la liste est diverse et plurielle également. Donc par principe, voilà, nous n'avons pas d'étiquette. Très bien. Alors, je vous propose de commencer ce débat par un enjeu majeur qui dépasse la ville de Lacanau. Plus de 300 communes en France y font face. C'est l'érosion du littoral. La plage recule année après année. Vous faites régulièrement des travaux de réensablement, de consolidation pour protéger les infrastructures. Est-ce une bataille perdue d'avance ? Faut-il continuer à se battre contre cela ? On voit ce qu'en disent vos candidats.
Alors messieurs, avant de vous donner la parole, depuis septembre dernier sur TV7, nous avons proposé un programme sur notre antenne qui s'appelle « C'est vous le maire ». Donc nous sommes allés à votre rencontre pour vous tendre le micro et vous demander, la question est simple, c'est si vous étiez élu, si vous étiez à la mairie, quelle serait votre première mesure, votre premier chantier? On écoute un professionnel de Lacanau, il est professeur de surf, donc il est aux premières loges et il nous parle de cette question-là. C'est vrai que on est confronté à l'érosion. À l'heure actuelle, il y a des choses qui sont mises en place avec les enrochements, tout ça. Bon, peut-être prolonger un peu les enrochements pour éviter ce fait d'un effet de tourbillon qui gratte un peu plus le début des enrochements avec l'ensablement qui part. Voilà, donc la digue a été construite, vous me direz si je me trompe, en 2014 après de grosses tempêtes et elle avait été, le front de mer avait été gravement endommagé et puis 10 ans plus tard, en 2023, ce sont les images que l'on va voir, il y a eu des travaux, 14 000 tonnes de rochers pour protéger Lacanau, donc la digue a été rehaussée de 2 mètres, c'est une protection qu'on peut dire temporaire, parce qu'il faudra, quoi qu'il arrive, recommencer en 2030. Laurent Perrondet, vous parlez même au sujet de cela, vous dites c'est l'ouvrage du siècle. Il faut s'y atteler. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un mal nécessaire, ce combat ? Oui, c'est un mal nécessaire. Je reprendrai juste le fait que c'est un travail de longue haleine avec nos partenaires sur ce sujet-là, qui a été initié dans les années 2010. Je voulais préciser d'ailleurs que sur ce partenariat, nous avons le GIP Littoral et j'ai pu entendre parfois quelques contre-vérités. Le GIP est le bras armé de la région de Nouvelle-Aquitaine en matière d'aménagement et en matière de politique littorale et ce GIP nous accompagne. Il ne décide de rien, il ne valide rien. Ce que l'on fait avec le GIP, c'est un accompagnement de ces techniciens et ils sont brillants et c'est nos partenaires sur tous les sujets littoraux. Et en particulier, bien sûr, sur celui de l'ouvrage sur lequel nous travaillons, que nous avons terminé l'année dernière, mais qui sera obsolète dans les années qui arrivent. On le voit déjà à mi-marée sur des moyens coefficients en allant dans les cailloux. Cette protection, elle protège un périmètre de vulnérabilité. C'est à peu près 1000 logements. Une centaine de commerces, ça représente à peu près 350 millions d'euros d'enjeux. Ce sujet-là, il est observé au sein du Comité national du trait de côte, où je siège à Paris, je suis membre au ministère de l'Environnement, puisque Lacanau est la commune qui éprouve les modèles pour permettre justement, dans le futur, de pouvoir réorganiser, faire de la recomposition spatiale, de la relocalisation, et c'est le CEREMA qui observe ces chiffres-là et qui fait tourner ces modèles pour voir comment on pourrait faire. La loi climat et résilience nous a donné des outils juridiques et techniques. Aujourd'hui, nous sommes sur le volet financier. Et sur les volets financiers, on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Le Parlement l'avait adopté sur une proposition que j'avais faite sur le pourcentage de taxation des plateformes pour financer justement dans le futur toutes les communes en France qui sont sujettes à ce sujet de l'érosion. Ce qu'on a découvert, ce qu'on découvre ces dernières années sur ces coups de tabac, c'est qu'il y a une érosion marine. Elle est vraie, avec un recul en moyenne de 1,50 m, plus sur d'autres territoires, au nord ou au sud, où les courants sont inversés. Mais nous avons aussi de l'érosion éolienne. Et là, c'est vrai qu'on a des coups de sifflet où le sable rentre à l'intérieur des terres. Mais ce sujet-là, il est débattu. J'espère qu'on arrivera dans l'année à créer ce fonds érosion avec le Comité national de trait de côte pour que derrière, on puisse faciliter ce que l'on est en train de faire aujourd'hui avec la communauté de communes. Le dialogue compétitif, nous sommes en train de prouver 3 modèles de 3 majors du bâtiment français. Nous sommes accompagnés par CETEC, qui est un bureau d'études reconnu mondialement, qui va nous permettre justement de calibrer le dimensionnement du futur ouvrage qui nous protégera, et c'est les premières études qu'il montrent, jusqu'à l'horizon 2080. Donc c'est pour ça que je parle de l'ouvrage du siècle. Monsieur India, ça va au-delà là, des municipales et des au-delà étiquettes politiques. de nos étiquettes, au-delà de nos divergences, au-delà effectivement même de Lacanau, puisque c'est une protection globale du front de mer en général, c'est même mondial, puisque le réchauffement climatique est un fait établi aujourd'hui. Donc effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec M. Perrondet sur certains points. Cependant, nous avons une petite nuance forcément, puisque nous sommes pour étendre la protection sur la plage sud, si vous n'en parlez pas, monsieur le maire, mais effectivement, aujourd'hui, on voit que ça ravine beaucoup sur la sud. Donc, il y a eu de grosses marées qui sont intervenues récemment, avec de bons coups de vent, et beaucoup de sable est parti. Et c'est vrai que nous avons aussi une ville basse sur la sud, sur les plages sud. Il semble
que dans l'étude, il faille quand même prendre en compte Anticiper, cette en problématique. tout cas, pour Oui, la voilà, problématique tout à fait. pour la plage sud. India, parce que si vous travaillez un peu vos dossiers, vous serez aperçu qu'elles sont prévues dans le futur ouvrage, ces extensions au nord et au sud. On a non seulement Elles remis sont en prévues. place les épis, on les rehausse, puisque ce sont affaissés dans le temps, et il est prévu au nord et au sud un agrandissement d'ouvrage. Oui, mais pas sur la sud, vraiment pas au-delà de la super sud. Consultez vos dossiers, M. India, vous verrez Monsieur. que cette extension elle est prévue. Monsieur Berck? Écoutez, moi, dans les propos de mes concurrents, et notamment de Laurent Perrondet, bon, je ne peux qu'abonder, effectivement, l'ouvrage du siècle, la stratégie du siècle. Bon, on le sait bien, vous avez cité le chiffre de 300 stations, 300 communes. C'est évident qu'il y a un enjeu national sur lequel les communes, effectivement, reçoivent l'impact. Là-dessus, je ne vais pas contredire, je dirais, tous les travaux, etc., et les études qui sont faites par des experts, et heureusement. Et moi qui suis ici des services de l'État, je sais combien les services de l'État, la DDTM et autres, ou la DREAL, sont impliqués, le conseil régional et la communauté de communes. Donc là-dessus, le diagnostic est posé. Quand on voit ce qui s'est passé à Biscarros il y a quelques semaines, ou à la Mélie, ou voire même sur les côtes portugaises ou africaines, on ne peut qu'être inquiet. Donc c'est un phénomène qui est mondial, effectivement. Là-dessus, bon, le projet partenarial d'aménagement qui est en cours, moi, bien sûr, j'y souscris. On ne peut pas travailler seul, hein, une commune n'est pas seule, hein, l'État est derrière. Comme je dis souvent, c'est l'océan qui décidera. Hein, sérieusement, bon, voilà, il faut être clair là-dessus. L'État maîtrise énormément de choses, on le sait, et Laurent Perrondet d'ailleurs le cite souvent, c'est que la dette publique fait que l'État ne peut pas être partout. Ça, c'est un enjeu peut-être pour les années qui viennent. Donc la commune doit accompagner, notamment sur l'aménagement du domaine public, etc., doit participer, bien sûr, faire un effort. Là-dessus, il faudra aussi être très prudent, parce que les événements climatiques qu'on a vus depuis ces dernières semaines, derniers mois, et même, je dirais, depuis quasiment 20 ans, souvenez-vous, la Faute-sur-Mer, la digue de la Faute-sur-Mer, Cynthia, elle était soi-disant indestructible. Bon, malheureusement, ça a été très douloureux. Sur d'autres sites également. Donc, effectivement, je crois que là, je dirais que ce n'est pas un... Est-ce que ça veut dire qu'il faut anticiper le déplacement de la population? Je pense qu'il faut anticiper peut-être un petit peu plus tôt. Moi, je ne revendique pas d'être un expert en tout et un sachant partout. Simplement, je vois que dans certains domaines des politiques publiques partenariales, et j'y tiens beaucoup, il faut peut-être effectivement avoir un peu plus d'anticipation, je pense. La date échéance de 2050 me paraît intéressante. Je ne sais pas ce qui pourrait être envisagé, je dirais, au-delà. Le recul, on parle de 300 à 500 millions, c'est la parole de l'État qui dit, hein, le sous-préfet lui-même. Ça va être compliqué, je dirais. Alors, ça va être compliqué de résister à l'océan. Voilà. Sur ce point-là, il est intéressant quand même de savoir ce que dit l'État et ce que dit la stratégie sur la Cano. Il y a une petite musique qu'on entend depuis quelques années, depuis que ces questions d'érosion sont prégnantes. On l'a vu notamment avec l'affaire du Signal à Soulac-sur-Mer, cet immeuble qui a dû être détruit parce qu'il était trop près de l'eau. À la Cano et sur d'autres stations, on entend dire que ce front bâti qui fait face à l'océan, alors dans le Médoc, il y a Soulac, il y a Vendaise-Montalivet et la Cano. Hein, les anciens ont construit des stations balnéaires quasiment sur la dune. Alors à l'époque, il y avait de la marge. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Donc on entend cette musique qui consiste à dire on va protéger parce qu'il faut protéger sur le court terme, le moyen terme, mais sur le long terme, à un moment, c'est inéluctable. Il faudra que cette première ligne du front bâti, ces immeubles qu'on voit à la Cano en enfilade, faudra reculer. Monsieur le maire, d'habitation et de commerce. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de partager le temps de parole, et j'aurais pu être beaucoup plus long, mais... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur cette partie-là? On a une stratégie locale qui dépend d'une stratégie régionale, celle de la région et du GIP. Nous avons réussi, en conjuguant nos efforts, à faire accepter que la stratégie nationale prenne en compte nos stratégies, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, on n'a pas encore de visibilité sur les financements. Mais dans nos stratégies, qu'est-ce qu'il y a? Les scénarios qui sont évoqués depuis 12 ans, et nous avons tout anticipé, tout innové après les tempêtes de 2014, c'est que vous avez des stratégies de recomposition spatiale et de relocalisation, et des stratégies de protection. Mais quoi qu'il arrive, quoi que l'on choisisse, il faudra cette protection. Il s'avère que, à travers le travail du bureau d'études et des rendus qu'ont proposés les majors du BTP, l'ouvrage qui sera réalisé dans 3-4 ans, il nous protégera jusqu'en 2080.
Mais il n'est pas dit que, moi je ne suis pas Madame Irma, que le réchauffement climatique s'accélère et qu'on ait encore des difficultés. Mais nous serons prêts. Si le fonds d'érosion est créé, les éléments techniques et juridiques sont là et que nos scénarios sont prêts, on sera prêt à reculer si en 2060 il faut reculer. Alors ce n'est pas nous qui prendrons la décision, mais les scénarios sont là, on a anticipé, on a innové, les stratégies sont validées, donc le travail a été fait. Sur les scénarios, en revanche, sur la relocalisation, justement, sur ce front de mer, là, ce bâti, ces commerces, etc., si on va parler d'un scénario catastrophe, mais il faut les démolir, quelles sont les propositions que vous faites? Est-ce qu'il faut bien, vous le dites, relocaliser? Et il y a déjà une pénurie de logements sur la Cano. Monsieur India? Alors ce sera quelque chose qui sera décidé au-delà de nos propres mandats respectifs, Bien sûr. dans tous les cas, puisque c'est quand même un scénario à plus ou moins long terme, puisque c'est quand même au-delà de 2050. Maintenant, effectivement... Prenez le mot anticipation de Monsieur Berck, c'est pour ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, mais je ne peux qu'être d'accord avec les propos de Monsieur le maire là-dessus. C'est vrai que nous devons aujourd'hui protéger notre ville, pas à n'importe quel prix, mais nous devons la protéger. Et effectivement, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il faudra prendre des décisions. Les experts nous indiqueront les décisions à prendre. Moi, je me fie aux experts. Ce sont quand même des sachants. Et effectivement, à ce moment-là, mais s'il faut prendre une décision de reculer quelques décennies plus tard la ville, il faudra malheureusement le faire. Alors, le scénario, on va dire, court terme. Il y a un projet de réaménagement. Déjà, du front de mer, c'est la création d'une grande esplanade avec notamment le fait de la rehausser déjà d'1,50 m pour gagner un peu du terrain. Ça a un coût déjà de 12 millions d'euros. Et ce projet amène, je vous vois opiner, non? C'est pas 12 millions d'euros? Ça tombe bien que Dites-moi. vous puissiez avancer ce chiffre, parce qu'il y a eu quelques incompréhensions. On est d'un côté sur une stratégie locale avec l'ouvrage, et de l'autre côté sur un plan partenarial d'aménagement, avec nos partenaires, l'État, la Banque des Territoires, le Conseil régional, le Conseil départemental, tout le monde a signé, la communauté de communes bien sûr. Il y a des travaux qui sont engagés sur la recomposition de la ville Océane, la ville de tous les services, la ville des 4 saisons. Sur ce dossier-là, les estimations, les prochains travaux, qui vont, je l'espère, démarrer à la fin de l'année ou à la fin de l'année d'après, ça dépendra du positionnement des partenaires, c'est 6 millions d'euros. Ça, c'est le balcon sur la mer. Voilà, le balcon sur la mer. Vous aviez dit 30. 30 Non, 30, c'est un bloc global. Non, mais j'ai écouté votre vidéo encore hier soir. Vous parlez de 30 millions. C'est pas le PPA, ça. C'est les estimations du coût de l'ouvrage du siècle. Voilà. La suppression des parkings et l'aménagement, le balcon sur la mer, parce qu'on change un peu de politique et d'appréhension, puisque dans ce cadre-là et dans ces travaux-là, on sait très bien que la plage centrale va disparaître et que dans 5-6 ans, on n'aura plus possibilité, à part à barrer très très bas sur des coefficients pour aller la surveiller et l'occuper. Donc on va être sur ce balcon sur la mer. L'ouvrage, vous avez raison, a une cote supérieure, mais pas sûr, puisque les études montrent, des scientifiques, mais aussi du bureau d'études et des BTP, qu'un ouvrage à 9,80 m pourrait nous accompagner jusqu'à... Donc vous n'allez pas forcément rehausser. Sauf que ce que l'on traite aujourd'hui et qui est le plus important, c'est le pied de l'ouvrage. C'est celui-là qu'il faut travailler. Donc vous dites 6 millions d'euros. Vous êtes d'accord avec ce chiffre-là? Entièrement d'accord. Écoutez, je prends un témoin, M. Lestage, dans son article de décembre 2025, effectivement, il y a les 6 millions. Maintenant, je trouve que ça fait beaucoup. Alors effectivement, et là je rejoins Laurent Ferrondet, c'est que sur le pied de l'ouvrage, moi je pratique l'estran, et Laurent le sait bien, en surfcasting, et je vois bien la modification environnementale qu'il y a sur l'estran. Sur le pied de l'ouvrage, après il y a des options, une protection à berne ou pas, etc. Bon, après c'est les architectes et les géomètres, etc., les experts qui interviennent, mais il faut protéger. La première phase, c'est la protection active. Je crois que ça a été acté dans les différents travaux du partenariat là-dessus. Après, sur le deuxième aspect, qui concerne le domaine public municipal, nous, la Cano Demain, notre liste, donc, nous préconisons, je dirais, quelque chose de différent que le balcon sur la mer. C'est tout. Je pense que... Voilà. Là-dessus, pour que les auditeurs nous suivent bien, il y a eu un plan partenarial d'aménagement, un PP1 qui a déjà été réalisé. Oui. La municipalité, la ville de la Cano a bénéficié de beaucoup d'aides. Donc c'est pour que les gens qui connaissent la Cano, c'est les allées principales de la station, et puis la partie sud, les allées, la promenade de la Case, et puis ces allées commerçantes qui sont le poumon économique de la station. Et la place rouge. Et la petite place qui donne sur le poste de secours de la plage centrale.
Le PPA2, ce dont on parle en ce moment, ça c'est quelque chose qui parle au public et aux canolés. C'est donc dans le plan que présente Laurent Pérondet, le maire sortant. Donc c'est une grande esplanade, un grand balcon sur l'océan, et on sort tous les parkings du front de mer pour laisser place à une vaste esplanade. Sur ce point-là, quelles sont vos propositions? Vous êtes d'accord pour qu'on enlève tous les parkings ou qu'on les laisse? Que défendent vos listes? Alors, la liste de la Cano, naturellement, dont je suis la tête de liste, défend une position différente. Tant que ces subventions-là ne sont pas acquises, nous n'allons pas aujourd'hui refaire le front de mer. Nous attendons les résultats. À partir du moment où nous aurons les financements, à ce moment-là, effectivement, pourquoi ne pas envisager un autre front de mer? D'accord. Mais là, on parle des parkings, parce que les parkings, c'est un peu le point sensible. Est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer ces parkings et laisser place à une vaste esplanade qui permet aux gens de déambuler, de se balader, d'étaler les terrasses? Ou vous dites non, l'identité de la Cano, c'est ces parkings qui permettent de se garer face à l'océan et d'aller poser ses serviettes et d'aller surfer. Avec la planche. Ou vous dites maintenant, il faut passer à un autre modèle. Alors, dans les années qui viennent, étant donné que les subventions ne sont pas encore acquises et que nous ne pouvons pas prendre de décision, nous souhaitons conserver ces parkings. D'accord. Dans tous les cas. Effectivement, c'est une des rares stations qui a encore la possibilité d'avoir des parkings sur le front de mer. Et évidemment, plus tard, en fonction de ce qui sera décidé et où sera situé le nouvel ouvrage, effectivement, nous nous poserons peut-être à la question de ne pas conserver ces parkings. D'accord. Monsieur Berck? Oui, écoutez, sur cette affaire de balcon sur la mer, effectivement, nous sommes très prudents à la liste de la Cano demain. Nous sommes très réservés, je dirais, sur cette affaire. D'abord l'investissement, bien sûr, d'abord qui n'est pas consolidé, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Le stationnement, dans un premier temps, nous souhaitons, je dirais, le maintenir. C'est-à-dire qu'on a un petit ressenti quand même, depuis quelques semaines. Dans notre campagne, nous avons bien sûr écouté, dialogué avec les canolais et les canolaises. Et il semblerait quand même que les canolais et les canolaises, notamment en dehors de la saison estivale, il y a quand même une envie de venir sentir l'embrun, comme on dit. Voilà, donc ça, la démocratie participative, c'est d'écouter aussi les canolés, les contribuables, et il y a quand même ressenti que dans un premier temps, tout en faisant, et je rejoins Laurent Pérondet, un dispositif bien sûr de protection active là-dessus, on peut quand même conserver un certain nombre de stationnements. Par contre, ce que je souhaite avec mon équipe développer, ce sont des accès, notamment pour les personnes les plus fragiles, des accès PMR de plus nombreux, des accès également pour les familles nombreuses, les mères de famille avec des poussettes, etc. Et puis aussi, je dirais, des accès handiplage qui puissent, je sais que la plage est un petit peu réduite, je le vois d'ailleurs chaque semaine, lorsque je recule mes cannes à pêche, évidemment, nous sommes à 115 de coefficient, nous sommes au ras de la plage de repli. Bon, et là, je crois que, Laurent, tu en conviens, c'est tout à fait factuel, on ne peut pas le nier là-dessus. Voilà, donc le stationnement, nous comptons dans un premier temps, et dans une phase ultérieure, avec bien sûr de la concertation, le maintenir, ce qui n'empêche pas que nous sommes favorables à ce qui est préconisé, d'ailleurs, dans le schéma du plan partenarial d'aménagement. Notamment, je cite un exemple, la maison de la Glisse, là où est l'emblématique Lacano Surf Club, doit reculer, c'est acté. Après, c'est un problème de positionnement. Je rejoins aussi M. Pérondet, il ne l'a pas cité, mais c'est important aussi que dans le cadre du recul, parce que c'est important, il y a des structures qui peuvent déjà être reculées, des structures collectives, des aménagements qui peuvent déjà être anticipés dès à présent. Voilà, mais pour l'instant, nous ne partons pas sur ce balcon sur la mer, nous partons sur des aménagements, je dirais, plus végétalisés, plus simples, plus sobres, du mobilier urbain qui soit plus durable, voilà, de quelque chose qui soit moins coûteux, mais qui permette encore aux canolés pour les quelques années de pouvoir profiter. C'est un choix. Je respecte bien sûr chaque vision. Voilà, c'est un choix et je crois que l'océan là aussi décidera. Vous avez évoqué les questions de stationnement. Je veux juste qu'on écoute aussi les canolés et canolaises et comme ça vous pourrez réagir parce que ça a été vraiment un point de crispation lorsqu'on les a rencontrés. Si j'étais maire de la Cano, je mettrais des places de parking gratuites à disposition à l'océan. Alors la première chose que je ferai, c'est que je baisserai les tarifs des parkings payants drastiquement.
ce qu'on constate, tous les clients nous le disent, les représentants de nos fournisseurs, tout ça disent que c'est trop cher, c'est vraiment trop cher. Bah surtout là, sur les villes saisonnières, moi ce que je trouve dommage, c'est les parkings payants. Parce que moi, pour un commerçant, j'ai pas vraiment le droit d'un forfait. J'ai pas le droit aux places gratuites alors que je viens tous les jours bosser. Donc je dois me garer à 10 minutes à pied de mon commerce. Et voilà, donc c'est juste ça. Vraiment sur les parkings payants, il y aurait peut-être quelques trucs à changer. Ouais. Essayer de refaire venir le train ou le tramway, ce qui désengorgerait un petit peu tout le secteur. Ça désengorgerait les voitures, la circulation, les bouchons, et puis la charge carbone aussi, hein, on la réduirait. Voilà, donc beaucoup de réponses sur le stationnement payant, beaucoup de commerçants qui s'en plaignent. Quand même, allez-y. Sur le balcon sur la mer, parce que je ne me suis pas exprimé. J'entends des financements qui ne sont pas actés. Alors, il y a quelques accords de principe pour le prochain plan partenarial d'aménagement. Mais les financements, ils ne sont pas dédiés PPA 1, PPA 2. Ils sont dédiés à l'ensemble du projet. Donc, nous nous sommes engagés, la ville de Lacanau, à supprimer les sites sans regret, comme le poste de secours, les parkings et la maison de la glisse. Donc il est possible, M. India, que vous ayez à faire des chèques à l'État et à tous les partenaires si vous changez d'avis. Donc vous pourriez le faire, ça va coûter très cher à la ville de Lacanau. Donc on est plutôt sur une approche du balcon sur la mer, et c'est les canolés en premier qui en profiteront. Et quant aux parkings qui sont supprimés, il y a une relocalisation qui est prévue. Sur 8800 places, c'est 180 qui vont disparaître. On répond peut-être aux interrogations. Oui, alors, parce que 180, oui. Oui, monsieur le maire, donc vous avez vu sur les parkings payants, le fait d'aller à la plage et de devoir payer les parkings, ça passe mal. Alors c'est vrai que quand on est médocain et qu'on vient à Bordeaux, on paye ces parkings... 3 fois plus cher. On les paye. Mais il y a cette critique qui revient. Et vous avez pris vous avez pris la décision, lorsque vous avez été élu maire, c'est une décision plutôt courageuse parce qu'elle n'était pas populaire, d'étendre la zone de stationnement payant sur l'ensemble de la station, sur une bonne partie de la station. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Et le circuit financier, quel est-il ? Cet argent, il va où ? Qu'est-ce qui permet de financer sur la commune. Voilà, et vous dites 180 places, c'est pas beaucoup, mais lorsqu'on est déjà dans la contrainte, ça peut être la petite goutte d'eau supplémentaire. Très souvent dans la contrainte, je vous expliquerai. La mobilité, c'est un sujet dont on s'occupe au quotidien. On a fait beaucoup de choses. Sur les tarifs, c'est 3 fois moins cher dans l'hypercentre qu'à Bordeaux. On a des parkings, des grands parkings qui ont des tarifs à la demi-journée, à la journée. On a même des parkings à la journée qui sont... Ah oui, mais je crois que les canolés n'ont pas envie d'être comparés aux bordelais. Ils veulent payer moins. Est-ce que vous savez ce qu'ils paient ? 25 € à l'année, 2 € par mois, pour se garer où ils veulent, sans limitation de temps, sur tous les parkings de la commune. À Cachan, c'est 90 € par mois. Nous, c'est 25 € à l'année. Et le commerçant qui parle et qui ne peut pas se garer, il a un parking dédié qui paie 35 € à l'année, où il peut garer son véhicule, de nuit, 2 jours, sans aucune difficulté. Après, peut-être qu'il a aussi des employés. Mais qui paie aussi, avec un contrat de travail. Ont-ils suffisamment de place pour se garer ? C'est la question. Le parking Pasteur est consacré entièrement aux saisonniers qui peuvent se garer tout au long de l'année. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette stratégie Alors, la stratégie, elle était simple. On passait les 3/4 du temps à tourner sur l'hypercentre. Il n'y avait pas une seule place disponible. On avait des voitures ventouses en permanence. Les commerçants aujourd'hui, vous en avez interrogé quelques-uns, moi je parle avec eux aujourd'hui, il y a un turnover sur ces places parce qu'on est limité sur le temps de stationnement. Pas sur les grands parties, ils sont à proximité, ils sont maximum à 10 minutes, au plus près à 5 minutes. Donc on a réussi à faire tourner ces véhicules, on rend des places disponibles, et c'est vrai que sur l'hypercentre, c'est ça qui fait la recette. Alors quand quelqu'un propose, comme M. India, de mettre une zone bleue sur l'hypercentre pour faciliter la vie des commerçants, c'est un faux problème. Par contre, ça pose un gros problème sur le budget de fonctionnement, parce que c'est là qu'on collecte le plus. Ces budgets-là, ils sont consacrés à quoi ? Si vous regardez tous les comptes administratifs des budgets annexes, et en particulier celui du budget assainissement, du budget stationnement, toutes ces recettes dégagées, il y en a une grosse partie qui est versée au budget général, et qui finance tous les équipements de la commune, mais qui nous ont permis aussi d'aller chercher du foncier, pour faire quoi ? Les parkings, en centre-ville, au bourg, où on a acheté beaucoup de parcelles pour faire du stationnement. Ça nous a servi aussi pour renforcer nos équipes de police municipale qui font de la surveillance dans le centre-ville. Ça nous sert sur tous les investissements de la ville. On est passé de 2014, et les comptes administratifs sont là, j'ai rien à cacher parce qu'on est à la télé, les canolés, 25 € par an. Nos visiteurs qui participent à l'entretien de notre belle ville, leur recette, elle est passée de 250 000 en 2014 à 1,6 million en 2025. Monsieur India, est-ce que vous voulez bien répondre ? Vous avez un peu de retard sur votre temps de parole. Oui, je vais répondre.
Je suis d'accord sur le principe merveilleux. de place du macaron, puisqu'on l'appelle comme ça. Je suis d'accord sur le principe du macaron pour les cannolés. Bon, nous proposons de faire le premier macaron à 15 € et le deuxième à 25. Bon, après, c'est une histoire de chiffres. C'est pas très, très intéressant pour les personnes qui viennent nous visiter de l'extérieur. La différence avec M. Perrondet, il me dit, vous proposez une zone bleue qui va faire perdre de l'argent. D'abord, l'argent, on peut l'avoir ailleurs. Donc déjà, nous avons les occupations du territoire, les AOT. Sur les AOT, par exemple. Vous souhaitez augmenter les AOT? Il peut y avoir une part variable. Non, mais par rapport à un chiffre c'est intéressant de le dire. Vous allez augmenter les occupations du domaine public. Oui. D'accord, merci. Mais vous proposez aux commerçants de leur diminuer de 50%. Ah non, vous diminuez pas. C'est une part variable. Il faut savoir. C'est une part variable. Aux commerçants, vous leur dites que c'est moins 50%. Et là, vous êtes en train de dire que vous allez augmenter les occupations du domaine public. La différence, regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Si nous faisons une zone bleue, et notamment des arrêts minutes devant certains commerces, et la zone bleue, c'est 4-5 rues, c'est pas non plus toute la ville. Ou zone bleue? Zone bleue et arrêt minutes. Devant l'équipage, par exemple, le tabac. Aujourd'hui, il y aura plus de monde qui viendra vers les commerçants. Et les commerçants feront forcément un peu plus de chiffre d'affaires. Sur certaines AOT, on peut également avoir une part variable. Donc on couvre effectivement ce que vous appelez le déficit des places en zone bleue. Impossible. Ou alors vous allez multiplier par 4 les AOT. Vous savez ce que ça coûte, la recette de l'hypercentre? Oui. C'est 400 000 €. Ah, mais donc vous parlez de l'ensemble de l'hypercentre. Non, l'hypercentre, je vais vous expliquer. Vous avez du mal avec les chiffres. Vous n'avez pas bossé vos dossiers, donc c'est un peu pénible, mais je ne peux pas vous laisser dire des choses comme ça. Sur votre budget que vous avez préparé au dernier moment, vous avez mis 5 lignes dans votre programme. Non, vous êtes en train de nous raconter... il est là le budget. Non, mais vous pouvez me dire ce que vous voulez. Non, laissez-moi terminer. J'ai un économiste. Je ne vous couperai pas si vous me répondez. Je vais vous dire sur votre budget. En cascade, ça va aller, puisque vous supprimez à peu près 7 à 800 000 € de recettes de fonctionnement. Entre vos services à la personne, vos transports, l'hypercentre qui passe en zone bleue. Ça fait que notre épargne, celle qu'on a mis 12 ans à reconstituer, elle va être diminuée d'un tiers. Ce qui fait qu'en cascade, derrière, vous grèvez aussi vos possibilités d'emprunter, et dans 2 heures et demie, vous avez dépassé le seuil d'alerte de vos emprunts. Donc, vous avez 2 solutions, M. India. Ou alors, vous augmentez la fiscalité pour compenser cette perte de recettes, ou alors, vous en montez l'emprunt et on passe au-dessus de la cote d'alerte. Répondez-moi. Non. Monsieur India, je vous laisse répondre, c'est important. Oui. En revanche, par la suite, il faudra qu'on enchaîne, parce qu'il y avait encore d'autres thématiques à vous donner. Voilà. Donc, sur la question du budget, comment vous faites? La politique, c'est des choix. À un moment donné, nous pouvons très bien aller chercher des revenus pour la commune dans d'autres domaines. Monsieur Perrondet prend le choix, notamment, de construire un PEM, laissez-le répondre. De construire un PEM qui va coûter de l'argent aux cannolés. Alors PEM, il faut que vous expliquiez... Alors, pôle d'échange multimodal. Donc, M. Perrondet est parti sur, lui et son équipe, bien sûr, sont partis sur le fait de faire un pôle d'échange multimodal de 110 places seulement, alors qu'il s'en supprime 180 sur le front de mer, sur la pénétrante nord, ce que nous appelons l'avenue du Cantabria. Donc c'est l'entrée de la station balnéaire. Sur l'entrée de la station, vous avez le grand rond-point du casino. Quand vous partez sur les plages nord, vous avez un petit bois sur le côté gauche. Et là, ils ont l'intention d'installer un pôle d'échange multimodal, avec des vélos, une arrivée des navettes. Pour que les gens qui nous écoutent et comprennent bien, l'idée, c'est d'enlever le plus possible de voitures de l'hypercentre, de rendre la station plus piétonne et d'essayer, et avec le parking de ce PEM... Pas trop le sujet. Le PEM, c'est vraiment la centralité de toutes les mobilités. Oui, mais à partir du PEM, vous avez des navettes qui vont amener les gens dans le centre de la station. Donc c'est un peu ça. Donc je vous laisse poursuivre. Oui, donc ça a un coût. Alors pour 110 places, et pour être à 600 mètres... Non, mais c'est pas qu'un parking, monsieur. Du centre. C'est pas qu'un parking. Et c'est à court terme. Oui. Moi, je vous parle du budget sur les années qui viennent. Non, mais un pôle d'échange multimodal, moi je suis d'accord, mais pas placé. Ce pôle d'échange multimodal. Non, pas pour celui-ci. En revanche, pour... J'ai pas de réponse sur les recettes et sur le budget sur à court terme. Voilà. Répondez. Allez-y. Ah, mais j'ai effectivement... Une hausse de la fiscalité, vous l'envisagez ou pas? Non, pas pour les cannolés. D'accord. Très bien. Faillite dans 2 ans. Alors, on va poursuivre. Il y a une autre, et je suis sûre que vous allez avoir beaucoup de choses à dire, c'est sur le logement et la pression immobilière. Oui. Je pense que c'est très important sur la Cano, donc je vous propose d'enchaîner là-dessus. Voilà, l'activité principale de la commune, on le sait, sur la Cano, c'est le tourisme, donc c'est une activité forte, notamment en juillet-août, mais... La station fonctionne relativement bien, on va dire, d'avril à novembre. Donc, est-ce que pour vous, le tourisme, c'est une aubaine? Est-ce que c'est, au contraire, une épine dans le pied qui fait qu'il y a une pression immobilière, notamment sur le logement? On va en discuter. Vous allez nous dire vos positions, messieurs.
Voilà, et avant de vous donner la parole, là aussi, je préfère qu'on écoute d'abord les Canolais sur cette question-là. Ils se sont beaucoup exprimés sur le logement. On les écoute. Si j'étais maire, je ferais plus de logements pour les saisonniers, parce que nous, on s'est retrouvés dans une merde pas possible. Il y avait tous les campings, déjà début avril, étaient tous remplis, toutes les places, etc. Donc ça, c'était un peu la galère. Et je sais qu'en plus, ça cherche pas mal les commerçants et tout, ils cherchent à fond. L'accès au logement pour les jeunes locaux, c'est une problématique quand même qu'on entend, qui est assez récurrente. Trouver un système pour qu'on puisse rester là et faire vivre aussi la station l'hiver, en fait, justement avec des jeunes et avec des gens qui sont investis dans la communauté et qui ont envie de faire des choses. La difficulté pour nous, c'est de pouvoir recruter quand on ne propose pas de logement. Donc la mise en place de logements saisonniers, alors je sais qu'il y a des choses qui ont été mises en place cette année sur le camping municipal, mais c'est vrai que c'était pas suffisant et la difficulté pour nous, elle est là, de pouvoir embaucher avec des saisonniers qui trouvent des logements à la Cano. La priorité, ça serait le logement. En tant que canolais, quand on arrive sur la Cano, moi j'y suis arrivée il y a 15 ans, ça a été la croix et la bannière pour trouver un logement. On trouve quelques locations et après l'accès aussi à la propriété puisqu'il y a des ventes qui sont beaucoup trop chères. Donc le logement, c'est vraiment la priorité. Monsieur Berck, vous avez entendu donc les réactions de ce micro-trottoir. Le tourisme, c'est l'activité principale de la station. La station vit du tourisme, elle est connue pour ça. Il y a des travailleurs saisonniers qui viennent passer 4, 5, 6 mois, 2 mois pour des saisons plus courtes. Mais la question du logement, elle est prégnante dans le cadre de ces élections municipales. Quel est votre projet pour les saisonniers qui viennent travailler à la Cano ? Alors, il y a deux choses. Sur le logement, et j'ai bien écouté le reportage et les témoignages, on parle beaucoup de logements saisonniers, certes. Bon, le tourisme, c'est un élément moteur de la station. Là-dessus, je ne crois pas revenir là-dessus. Bien qu'on peut aussi avoir une vision un peu sociétale. Je dirais que l'accroissement du tourisme n'est peut-être pas un facteur de ruissellement pour l'économie locale, mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'on en reviendra. Sur le logement, il y a deux choses. Moi, avec mon équipe, on a entendu aussi, là on entend sur le reportage beaucoup de logements saisonniers, je ne suis pas contre qu'il y ait plus de logements saisonniers en fonction de la demande. Les commerçants, effectivement, ont besoin de loger leurs saisonniers, que ce soit pour 2 mois, pour 3 mois, etc. Donc, quand on était jeunes, on a tous été saisonniers, on a besoin, effectivement, d'avoir un logement, un petit coin de mobil-home, de chambre, de studio, etc. Ça, c'est logique. Surtout qu'avec tous les étudiants qui viennent, là-dessus, c'est pas un souci. Donc, moi, je suis pour trouver des solutions, effectivement, des pistes qui aillent sur l'augmentation. Au UGA, il y a eu des efforts de fait, ça, je le reconnais. Il y a des choses qui sont à faire. Sur le logement permanent, le dernier témoignage d'ailleurs le souligne, nous avons un problème. C'est que c'est très difficile de trouver un logement sur la Cano. Nous avons une promotion immobilière, je dirais, qui pose un problème. J'ai regardé un peu les chiffres au mètre carré des différentes promotions immobilières sur les 2-3 ans. En dessous de 4 000 € le mètre carré, c'est quand même difficile de trouver quelque chose à l'accession à la propriété. Pour le logement, c'est pareil. Logement locatif. À l'année, on voit bien, d'ailleurs, il suffit de regarder les réseaux sociaux, il suffit de regarder les annonces chez les commerçants, des gens qui cherchent un couple avec des enfants, etc. etc. Mais je pense que là-dessus, vous êtes tous d'accord, le constat est le même. Qu'est-ce que vous proposez ? Moi, je propose qu'il y ait la mise en place d'un lotissement municipal d'au moins 50 logements. Sur mon programme, on l'a présenté, on l'a chiffré. Je propose aussi, je dirais, qu'il y ait également des promotions immobilières, pourquoi pas, mais qui ne soient pas à vocation touristique. Parce que quand je vois certaines constructions qui se font à l'entrée de la Cano Océan, en plus avec des publicités pour défiscalisation, je dirais le canolais, le couple jeune qui cherche un logement, il est quand même un petit peu surpris. Voilà. Donc j'ai une approche peut-être, on va dire, sociale ou solidaire. Certes, je l'assume, nous l'assumons à la Cano demain, mais je pense qu'il va falloir un effort. Sur le problème donc des logements sociaux. Nouvelles constructions. Nouvelles constructions de lotissement municipal. Sur le logement social également, parce que je constate aussi qu'il y a énormément de demandes de logements sociaux. Vous savez, sur la plateforme Gironde Habitat, je suis allé quand même à la quête aux informations, vous en doutez. Alors, ce sont des chiffres qui sont très évolutifs, mais grosso modo, entre 200 et 300 personnes qui sont constamment en demande à Gironde Habitat sur la plateforme départementale pour un logement. Bon,
moi-même, dans mes proches, on a une demande de logement, on nous envoie au Verdon ou à Saint-Céphilien du Médoc pour une personne handicapée. Donc c'est quand même un problème là-dessus. Voilà, donc le logement, qu'il soit social ou d'accession à la propriété, pour nous c'est une priorité, je dirais, en termes de cadre de vie et de manière générale de réponse aux besoins, entre guillemets, primaires du Canolais et de la Canolaise. Je me permets juste de vous demander où est-ce que vous voulez placer ces logements. Est-ce que vous avez déjà identifié des lieux sur la Cano? Alors il y a plusieurs solutions. On n'a pas spécialement, là aussi, je crois qu'il faut tenir compte de l'impact environnemental. Ça c'est très important parce que qui dit logement dit urbanisme. Et là, avec toute la problématique, je dirais, duale qui est entre construire mais aussi protéger le patrimoine naturel. Donc c'est à voir, en concertation. Nous, dans notre ADN de notre programme, nous avons énormément de concertations, je dirais, à mettre en place. Concertations riveraines, avec les associations de proximité, avec d'autres forces vives de la commune. Donc nous pensons qu'il y a des pistes, effectivement, pour développer des programmes de logements sociaux pour les Canolais. Priorité aux Canolais. C'est important de poser le contexte dans ce débat pour que les gens qui nous regardent et nous écoutent comprennent bien. On est dans une zone littorale où la loi littorale s'applique, où il y a tout un tas de contraintes sur le foncier. Et en fait, la doctrine de l'État aujourd'hui, elle est un peu la suivante. Sur ces zones littorales, ces zones où il y a de l'environnement, où il y a de la forêt, la stratégie, c'est de dire aux maires, vous densifiez les zones urbaines existantes, la moindre dent creuse, vous pouvez construire, mais on essaye de... l'étalement urbain est proscrit, on ne touche pas aux coupures d'urbanisation entre deux communes. Voilà. Donc, sur cette partie foncière, il y a des contraintes qui sont fortes aujourd'hui. Là-dessus, Rodolphe India, quelle stratégie vous pourriez développer ou quelles sont les propositions de votre liste? Et puis on demandera à Laurent Perrondet ensuite de réagir. Ou construire. Ou construire et comment construire? Alors effectivement... Parce que densifier beaucoup... c'est bien, mais on finit par mettre un peu les gens les uns sur les autres, et c'est pas forcément la solution. Des petites, ce qu'on appelle des timbres-postes. Mais bon, c'est vrai que là-dessus, je rejoins M. Perrondet et M. Berck, nous avons des obligations. Nous avons des obligations nationales, qui pour moi sont une aberration, mais c'est comme ça. Effectivement, nous ne pouvons pas, nous n'avons que 4% d'urbanisation sur tout le territoire, il faut quand même le souligner. Donc nous sommes un territoire vert et bleu avec le lac et l'océan. Mais effectivement, quand nous voyons sur le fait que nous ne pouvons pas étendre les bourgs, nous sommes obligés forcément de faire un découpage parcellaire. Pour ce qui est du logement, pour la position de la Cano, naturellement, nous sommes sensibles également, et de par mon métier, je suis sensible effectivement au fait que nos jeunes ne peuvent pas investir et acheter sur la commune. Donc je propose, puisque la Cano a été classée depuis 2021 en zone, j'ai plus le terme, zone tendue, c'est zone tendue, elle a été classée en zone tendue, et effectivement... nous avons la possibilité de faire ce qui s'appelle le bail réel solidaire, le BRS, qui permet effectivement d'avoir... Logement intermédiaire. Qui permet d'avoir effectivement une accession à la propriété à moindre coût. Alors, la municipalité reste propriétaire du foncier et l'achat du bien reste au foyer ou à la famille ou à la personne qui le prend. Laurent Perrondet, monsieur le maire, là-dessus. Je suis désolé, mais là j'entends beaucoup de bêtises. Oui, effectivement, on est passé en zone tendue, monsieur India, mais c'est pas à la municipalité de les porter. Je vais faire un petit récapitulatif. Sur ces mandats, à peu près 100 logements ont été livrés, sociaux. Je peux vous les citer, comme ça au moins vous pouvez vérifier. Equitis, la résidence du Marquis, Garriga, la résidence collection et le garage. Non, je ne vous parle pas de logements sociaux. Si. Logements sociaux. Oui. Intégrés dans ces logements-là, c'est de la mixité, où il y a des gens qui ont acheté. Moi, je suis allé chercher des bailleurs pour acheter ces logements-là. À peu près une centaine. Je ne sais pas si vous jouez sur votre portable pendant le conseil, mais j'ai déjà fait un grand speech sur le logement, expliqué à travers une délibération ce qu'on allait faire. C'est dans ce programme-là. 34 logements sont en train de se construire au UGA, 5 en face de l'autre côté de la route, 42 qui démarrent lundi. Le bailleur que vous avez cité, M. Berg, d'ailleurs, a 4 ans de retard à la livraison. 4 ans de retard à la livraison. Donc moi, je veux bien faire tout le travail, mais il devrait être construit, les gens devraient être dedans. C'est une centaine de logements dans les 24 mois.
16 au camping de la Grigne en plein centre-ville, aux anciens campings derrière chez Denis Pizza. Et nous poursuivons sur nos OAP, parce que c'est là que je ne vous comprends pas tous les deux. On a des orientations d'aménagement et de programmation. Elles sont inscrites dans le PLU, les terrains à construire. Ils sont identifiés. Elles sont révisables. Pardon? Elles sont révisables. Oui, non, mais vous cherchez, vous donnez ni qui, ni quand, ni où. Ben, elles sont là, les zones à construire, les zones à urbaniser. Elles sont dans le PLU. Donc vous auriez pu au moins travailler pour identifier ces zones-là et pour faire des propositions. On est aujourd'hui sur une proposition de M. Berck, 50 logements municipaux. On a aujourd'hui, en cours de travail, à peu près 150 logements sur tous les dispositifs, que ce soit de l'PAI, PLS, logement intermédiaire, BRS, avec tous les bailleurs. Par exemple, l'ancienne gendarmerie, puisqu'elle va se déplacer et les travaux vont démarrer le mois prochain, va aussi recevoir des logements et des commerces. Donc ce travail-là, il est pensé, réfléchi, c'est à peu près, au-delà des 100 qui sont en train de construire, à peu près 150. Ça reprendra en partie à la demande des Canolais aujourd'hui, parce que nous voulons garder nos jeunes. Vous êtes en train de dire, effectivement, il y a un problème de logement sur la Cano, nous sommes en train de le résoudre. On a peut-être pris un peu de retard, mais sur le prochain mandat, ce sera résolu. On n'a pas pris de retard, les bailleurs l'ont pris, parce qu'il y a de grosses difficultés, il y a un parcours administratif qui est tout à fait incroyable. Donc sur ces sujets-là, quand vous proposez 50 logements municipaux, je vois le budget que ça représente, et j'ai un peu de mal d'ailleurs avec votre analyse financière de la commune. Je me pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, les Canolais nous regardent, les Canolaises, mais il n'y a pas que. Il y a aussi les élus de la communauté de communes, de la région, du département, des services de l'État. Donc quand vous annoncez, alors je ne sais pas si c'est ChatGPT qui a réalisé votre budget, mais quand je vois que vous investissez 24 millions de subventions, 60% de subventions sur les projets du prochain mandat, c'est impossible. C'est impossible, ça n'existe pas. C'est la moyenne médiane des communes en France. Je reviens sur le logement, sur le nombre de logements que vous allez mettre en place, là, tous les chiffres que vous avez donnés. Est-ce que ça résout le problème aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on est sur... Ça va permettre aussi... On est sur une loi que vous ne pouvez pas changer, sur une densité que vous ne pouvez pas augmenter non plus. Ah si. Indéfiniment. Les endroits sont identifiés, c'est des projets en cours. Voilà, mais au-delà, vous vous dites, en faisant ces projets-là, nous aurons propriétaire de 60 hectares de foncier. Vous imaginez ce que c'est 60 hectares qui sont dans un AU ou 2 AU. Tout est prêt pour la suite. Si vous regardez notre SCOT, notre plan local d'urbanisme, notre plan d'aménagement et de développement durable, tout est programmé. Le programme, c'était 2014-2030. Parce que votre ville connaît une forte croissance démographique et ça ne va pas s'arrêter. Et tant mieux. On vous le souhaite. Et tant mieux. Voilà, alors, justement, vous pouvez on ne peut pas dire on ne veut plus d'habitants et revendiquer qu'on veut un lycée. Est-ce que... Voilà. C'est simple, l'équation, elle est simple. Alors justement, les projections de la population à horizon 2030-2035, la Cano aujourd'hui, c'est pas tout à fait 6 000 habitants. C'est 6 080. 6 080 habitants. Les projections, c'est... 7 500. Pour un lycée, je crois qu'il faut 8 000. Environ. Pas tout seul. À peu près. Parce que c'est avec les communes autour. Fait, donc l'effort que nous avons à faire pour avoir justement cette ville de tous les services, pour les Canolais, tout à proximité, il faut qu'on passe ce cap. Mais on y va tranquillement. Un écolistier je prends beaucoup de temps de parole, mais il faut quand même qu'aujourd'hui je parle des vrais problèmes. Un écolistier de M. India, qui est soi-disant spécialiste de l'eau assainissement, nous racontait qu'il fallait faire une station d'épuration à la ville. D'abord, vous n'avez pas chiffré, vous ne savez pas où elle va, mais ça aussi, les réseaux ont anticipé. Il dit qu'on n'a rien fait. On a investi 10 millions d'euros aujourd'hui pour préparer l'avenir. On double le poste de refoulement de la Coustaigne, on double celui de Marina, ça c'est déjà fait. On a investi 10 millions d'euros. Le syndicat que je préside a investi 7 millions d'euros. On n'a pas eu l'eau dans les maisons cette année. Pourtant, il y a plus de 30% de plus. Mais on a une amélioration du réseau existant. Mais on a prévu, sur la canalisation qu'on a tirée jusqu'à la station d'épuration, le lac Canot de demain avec 8 000 habitants. Ouais. Voilà. Donc là, c'est intéressant, on est dans du technique. C'est important de rappeler les investissements qui ont été faits, ces investissements un peu souterrains d'infrastructures, c'est important de le dire. Mais pour ramener le débat à quelque chose d'un peu plus général et pour qu'on connaisse aussi vos propositions et votre vision de l'avenir de la commune. Donc Laurent Perronnet, vous dites à horizon 2030-2035, la ville la ville sur laquelle vous projetez, c'est environ 7500 habitants. Alors c'est... une musique qu'on entend de temps en temps dans certaines communes. On est venu habiter à la campagne, on est venu habiter dans des endroits qui ne sont pas des grandes villes, et on veut garder notre cadre de vie, et on veut pas voir d'autres gens arriver. Hein. C'est quand même un peu ce qu'on entend. Ne pas trop grossir. Voilà, et puis c'est souvent des gens qui sont arrivés il n'y a pas longtemps qui tiennent ce discours. Je me veux un peu taquin, mais on entend ça. Est-ce que 7500 habitants, c'est une limite qui vous semble acceptable, ou vous voulez protéger de la Cano d'aujourd'hui? Allez, on est à 6000, on ne dépasse pas. Écoutez,
concernant cette croissance démographique, Laurent Perrondet a tout à fait raison. Il y a une croissance démographique actuellement, depuis les 10-12 dernières années, à peu près, je crois qu'on est sur 1,7% sur, grosso modo, selon l'INSEE. Bon, si on continue, la courbe, d'ailleurs, on la voit bien, elle s'accélère, etc. Le SCOT, qu'a évoqué Laurent Perrondet, prévoit 9000 ou 9400, enfin au-dessus de la barre des 9000. Bon, ça, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Oui, 9000, on va dire 9000, là, sur une enveloppe de 9000. Le SCOT, c'est le pourquoi, le PLU, c'est le comment. Pour ce qui nous concerne notre liste, on est quand même assez inquiet, parce que 9000, 8800, si vous voulez, c'est quand même une échéance qui me paraît quand même assez risquée, parce que derrière, il faut que ça suive. Il faut que ça suive. Tout à l'heure, vous avez cité l'assainissement, on est passé du logement à l'assainissement de manière un petit peu rapide, mais il faut derrière tous les investissements et les infrastructures. J'ai fait un petit peu quand même de politique publique dans ma carrière en préfecture. S'il n'y a pas la voirie, l'assainissement, les services de sécurité, les forces derrière qui arrivent avec d'autres infrastructures collectives, etc., et je mets la place du maire que je serai peut-être, ou des autres maires des communes du même gabarit, c'est évident que, je vais prendre un exemple simple, Laurent Perrondet évoque la construction d'une gendarmerie. J'ai regardé le dossier de très très près, 15 gendarmes. Bon, la communauté de brigade me paraît un peu sous-dimensionnée. Bon, si on arrive à 8800, je ne vois pas comment on peut faire. L'État, bien sûr, est contraint. Mais je prends un exemple sur les forces de sécurité, mais on peut prendre d'autres exemples. La voirie et l'assainissement, il faut que ça suive aussi. Il faut que ça suive aussi, en termes 8800, du scolaire, du périscolaire. Quid ? Moi, je ne suis absolument pas contre, bien sûr, un lycée. Encore que c'est le conseil régional qui a la main, et c'est l'académie, en fonction du potentiel, mais on accompagnera. On accompagnera. Il n'y a pas photo. Voilà. Mais 8800 me paraît quand même un petit peu, je ne dis pas dangereux, mais qu'il va falloir quand même regarder de près. D'autant plus que, dernier point, sur cette vision démographique, monsieur Lestage, c'est que aussi il y a l'impact sur le patrimoine naturel. Tout à l'heure, je n'ai pas pu préciser lors de votre question, mais la déclinaison de la loi climat et résilience, par exemple, sur la partie urbanisme, me paraît très importante. Il y a des méthodes de construction actuellement où on peut même quasiment... Alors attention, quand je dis zone humide, c'est pas humide au sens réglementaire, mais des zones qui sont susceptibles d'être inondées. Il y a des techniques actuellement qui sont par des grilles de pieux vissées, etc. Ne parlons pas des pilotis, tout le monde sait ce que c'est. Il y a différentes techniques qui sont d'ailleurs développées dans les pays scandinaves et dans le nord de l'Europe, qui marchent très très bien alors qu'ils sont dans des zones humides. Voilà, donc on peut développer ce genre de choses. Mais pour en revenir sur cet aspect-là, la démographie me paraît... Vous savez, Claude Lévi-Strauss disait « la démographie, c'est le destin ». Voilà, donc vous regardez quelle démographie on veut, quel cadre de vie on veut, qu'est-ce qu'on veut pour notre jeunesse. Il faut avoir une vision peut-être sociétale et même, je dirais même philosophique. Voilà. C'est ce qu'on vous demande, connaître ces visions-là, justement, de vos différents profils. Monsieur India ? Oui, tout à fait. Alors, je rejoins Monsieur Berck là-dessus. Je ne vais pas re-argumenter sur ce qu'il vient de dire, mais effectivement, votre vision de votre ma Lacano, vision, 7500 habitants au maximum sur Lacano, c'est largement atteignable. C'est largement c'est ce que suffisant. Vous êtes OK avec ça ? On peut pas être Monsieur le maire, quand vous dites, c'est important de le préciser, quand vous dites 7500, 8000 habitants, vous parlez de ville de tous les services, et pour que les auditeurs comprennent bien, 7500, 8000 habitants, c'est pour avoir une population suffisante pour faire venir des commerces, pour faire vivre l'économie locale et avoir ces fameux services dont vous parlez qui permettent à la population de vivre avec tout ce dont elle a besoin sur son territoire. C'est ça, ce chiffre que vous mettez en avant ? Oui, puis tout est écrit depuis longtemps. Ça fait 12 ans qu'on va vers cette direction. On l'a expliqué, on l'a démontré. Moi, je rebondis sur ce que je peux entendre. Ça peut faire peur, ça se prépare. Oui, nous avons 15 ans. Il n'y a pas de réseau sous-dimensionné. On a déjà fait ces équipements-là. On est en train de lancer la construction du groupe scolaire qui va démarrer cet été. Tous les équipements sont adaptés. La feuille de route, elle est tracée. Tous les projets sont chiffrés. Et nous aurons 45 millions d'euros d'investissement dans le mandat qui suit. Donc, Monsieur Berck, je veux bien que vous connaissiez le dossier par cœur sur la gendarmerie. Si vous l'avez regardé dans le détail, il y a un bâtiment à côté que l'on finance et qui va héberger
héberger 6 gendarmes. Nous avons une autre villa aussi où nous avons 4 chambres à disposition pour des gendarmes. La Cano fonctionne en saisonnalité. Donc des packs, on n'est plus 15, on est 20, on est 25, et on monte à 80 en saison avec les renforts 49. qui sont logés. Et sur le logement saisonnier, puisqu'on n'en a pas, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, on a doublé la capacité de nos campings saisonniers. À côté, un partenaire est en train de travailler sur le dépôt du dossier de permis de construire sur le logement en dur, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notre station travaille beaucoup sur les ailes de saison. On a des grands contrats, on a des gens qui veulent rester vivre avec nous. Donc on aura possibilité aussi de les loger tout au long de l'année. C'est 9 mois de contrat parfois dans les restaurants, dans des commerces. On s'aperçoit par exemple à Noël que de plus en plus de commerces sont ouverts. La ville des 4 saisons, elle est là. Et nous devons, c'est notre responsabilité, fournir la possibilité aux canolés de rester à la Cano, de ceux qui veulent venir y travailler, avoir des logements justement pour les travailleurs. Et la troisième chose, c'est bien sûr, quand on a des logements, en général, on a les meilleurs saisonniers. Juste une dernière question sur la question du logement saisonnier, parce que c'est important. Il y a ce que met la puissance publique à disposition des saisonniers, un camping municipal que vous équipez pour pouvoir accueillir des saisonniers. 2 millions d'euros d'investissement. D'accord. Mais est-ce que vous incitez aujourd'hui, et c'est une question que je pose aussi aux candidats, est-ce que vous incitez aujourd'hui les commerçants, les chefs d'entreprise qui reçoivent ces saisonniers et qui les font travailler, est-ce que vous les incitez aussi à construire du logement saisonnier ou à loger leurs saisonniers? Parce que c'est aussi de leur responsabilité. Il y a eu le débat élu-privé pendant des années. Les élus disaient, ils ont qu'à se débrouiller, c'est leurs entreprises. Et les entreprises revenaient vers les collectivités pour faire. Aujourd'hui, on a trouvé le juste milieu. Les privés investissent ceux qui ont les moyens pour avoir des logements. Et nous, on doit rendre service aux petits commerces qui ont 1, 2, 3 salariés. Il se trouve que sur le camping, des gros sont venus aussi prendre des emplacements. On en a encore de disponibles. On est en train de négocier avec certains commerçants. On a trouvé le juste équilibre entre l'investissement privé et l'investissement public sur le logement saisonnier. Alors, sur le principe que vient d'évoquer à l'instant Laurent Perrondé, je suis globalement d'accord. Il y a l'effort du privé et il y a l'accompagnement du public. Ça, c'est partout ailleurs, d'ailleurs. Pas partout il n'y a pas de ailleurs, souci. justement, pas partout ailleurs. Je sais qu'on n'est jamais comme ailleurs. Oui, voilà. Mais parfois comme ailleurs. C'est pas plus mal des fois. Retour d'expérience de ce qui se passe de bien. Il faut toujours aller chercher un peu ce qui est de bien ailleurs. Mais là, je vous rejoins, M. Perrondé, il n'y a pas de souci. C'est que ceux qui peuvent, les entrepreneurs privés qui ont des moyens, qui ont de la surface, on a quand même des gens qui ont une certaine surface financière et d'affaires sur la Cano, et qui sont notamment impliqués dans l'économie touristique. Bon, je pense que là, eux, ils ont les moyens. C'est sûr que le petit commerçant de proximité qui embauche, ne serait-ce que pour la saison, un salarié, un jeune, etc., c'est plus compliqué. Voilà, donc je suis tout à fait dans le sens que le logement saisonnier est une préoccupation, mais je voulais quand même revenir sur ce point économique. Nous sommes à la Cano sur une économie, j'allais dire entre guillemets, de week-end et d'été. Moi, ce que je constate, c'est que le ruissellement de l'économie touristique, il n'est pas pour tout le monde non plus. Pourquoi ? Je vois que depuis 20 ans, si vous permettez, je suis très court. Oui, allez-y, on voulait en parler écoutez, tout à fait. Parce que là, on était sur le logement, on va passer sur l'activité économique et sur l'emploi. Et puis, je fais l'introduction si vous voulez. J'aimerais bien que M. India parle sur le logement avant, et comme ça on parle de l'activité économique. Exactement, on vous redonnera la parole là-dessus. Sur le logement. Oui, donc sur le logement, parler justement d'encourager les commerçants, effectivement, si nous pouvons accompagner, encourager les commerçants à loger leurs saisonniers, ce n'est que mieux, puisque déjà un commerçant qui peut garder ses bons saisonniers sur plusieurs saisons, c'est tout gagnant pour lui. Donc effectivement, nous ne pouvons que les accompagner. Pour revenir à ce que disait M. Perrondé, effectivement, sur le camping, je le reconnais, les choses ont été faites. Effectivement, les saisonniers sont logés. Je pense que nous pouvons en loger quelques-uns supplémentaires, mais sur le logement saisonnier, je suis plutôt d'accord. C'est accompagner et inciter. Parce qu'on a vu ces dernières années sur la Cano, oui. Des commerçants qui sont des chefs d'entreprise, oui. qui gagnent de l'argent, faire l'effort d'investir sur le logement saisonnier, ce qui se faisait pas il y a 10 ou 20 ans. Il y a eu une conversion, mais ça c'est parce que la puissance publique, et c'est aussi parce que les élus ont mis un peu de pression, où on fait comprendre qu'il fallait... Et puis il y a eu des contrôles. Quand on recrute des sauveteurs,
S'ils sont bien logés, vous avez 50 postes, vous avez 150 demandes. Bien évidemment, sinon c'est très compliqué d'en trouver et c'est ce qui se passe sur beaucoup de communes. Alors voilà, on y a glissé tout naturellement. On parlait du logement, bien évidemment, on parlait de l'activité économique, on parle du tourisme, mais l'activité va bien au-delà et c'est aussi comment faire vivre les emplois tout au long de l'année. Vous parlez des ailes de saison, eh bien on va essayer de parler de l'année complète, 12 mois sur 12. Comment est-ce que vous allez faire en sorte que votre ville soit plus attractive économiquement? On en discute. Alors, donc je vous redonne la parole, Monsieur Berck, sur l'activité économique. Vous parliez de ruissellement. Alors reprenez votre idée. Oui, c'est le terme, je crois, qui est un petit peu tendance depuis 2017, le ruissellement de l'économie. Bon. Moi, là aussi, je n'ai pas de certitude d'expertise économique, mais enfin, il y a quand même des choses qui sont quand même assez étonnantes quand on gratte un peu. C'est que l'économie touristique, bien sûr, c'est un besoin. C'est un invariant, j'allais dire. Sur un territoire, il y a des invariants, il y a des tendances lourdes et des signaux forts ou faibles de risques, etc. Bon, l'économie ruisselle du tourisme, peut-être pas pour tout le monde. Bon, je pense que c'est un diagnostic quand même qui est partagé par les Canolais et les Canolaises. Ce que je constate, c'est quand même, et j'en fais pas reproche d'ailleurs à Laurent Perrondet, parce que c'est peut-être sur plusieurs décennies, voire même depuis les années 80, véritablement la montée en puissance de l'économie touristique sur la Cano, c'est que je ne vois pas zéro économie de production, zéro économie d'innovation et zéro économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, qui est quand même une grande tendance de structuration sur le territoire français, qui crée de l'emploi en plus durable, lié à l'éthique, lié à l'environnement, à la protection, à la transition écologique, ça me paraît très, très minime. Voilà, je pense que la Cano, qui se veut quand même une plateforme démographique, on vient de le dire, en croissance, on peut répondre là aussi, qui dit économie, dit emploi, pour des emplois pérennes par ce type d'économie. Et également aussi, pour essayer, l'économie, c'est peut-être pas d'attendre que les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre viennent, mais d'aller les chercher. Voilà, de dire, je pense qu'en tant que troisième, entre guillemets, couronne de l'agglomération bordelaise, on peut aller chercher, je dirais, des investisseurs, ou tout au moins des donneurs d'ordre, qui, en sous-traitance de rang 1, de rang 2, voire pourquoi pas de rang 3, je pensais notamment à l'industrie aéronautique, l'industrie civile, duale, ce qu'on appelle de défense, etc. C'est une grande plateforme, Bordeaux et l'Aquitaine, dans ce domaine-là. J'attends aussi de voir, moi, je dirais peut-être, je titille là-dessus, mais nous sommes une des capitales du surf. En France et je dirais même à l'international. Ça, tout le monde le reconnaît. Le triptyque, Biarritz, Sauce-Gor, la Cano. Je pense que M. Perrondet nous répondra, mais on attend, j'ai regardé le cursus, la chronologie du projet, on attend un projet Rosima, je viens encore de relire l'article de 2019 du manager général de Rosima, sur l'implantation de Rosima, donc des techno-industries autour de la glisse, etc. J'attends de voir. Moi, je suis prêt à les soutenir. Je les prêt à soutenir dans un cadre, bien sûr, qui convient à le développement économique et l'attractivité de la Cano, mais c'est le type de filière, effectivement, qui est peut-être intéressante, même si elle, je le reconnais, même si ça représente, c'est le chiffre, c'est Bercy qui le donne, 1%, tout ce qui est autour de la glisse, l'industrie de la glisse en France, c'est 1% de l'industrie. Et 10% énorme. en Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est une niche, je le conçois. 6% en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc c'est une niche. Mais nous sommes quand même la troisième couronne. Oui, et qui tombe sur voilà, le sens, donc il peut y avoir aussi des implantations qui sont allées, qu'il faut aller chercher. Dans ma liste, j'ai des gens qui sont dans des donneurs d'ordre, qui peuvent aller chercher, même dans des fondations, au titre du RSE, de pouvoir investir un cluster, un incubateur, etc. Je ne vois pas pourquoi on ne le lancerait pas. Pour développer je pense qu'il faut être offensif et pour l'emploi. Monsieur India, oui. vous avez du temps, allez-y. Oui, merci. On est un peu en retard sur votre temps de parole. Oui, effectivement, pour revenir sur l'emploi, pas spécialement touristique, en général, effectivement, j'ai des personnes également dans ma liste qui sont l'ancien directeur d'Ariane Group, Patrice Plotard, notamment, qui fait partie de mon équipe. Nous sommes pour faire venir, comme le dit M. Berck, des entreprises... on ne va pas dire de la défense en général, mais du moins de tout ce qui est aéronautique. Donc nous avons effectivement, en partenariat avec la communauté de communes, sur la zone de la Meule, nous souhaitons faire venir des start-up
et faire s'installer quelques entreprises alors pas l'entreprise en général, mais faire s'installer quelques sous-traitants de ces entreprises sur la Cano. Avant que M. le maire ne réponde, vous n'avez quand même pas le sentiment, vous vivez à la Cano, vous connaissez bien la station, que cette saisonnalité a tendance à s'étendre un peu, que les ailes de saison sont plus dynamiques? Est-ce que finalement l'identité de la Cano, c'est le tourisme, c'est son activité principale, ce qui la structure depuis que cette station a été créée. D'ailleurs, c'est l'extension du bourg. On a créé l'extension du bourg à l'époque pour développer le tourisme. Au fil des décennies, vous n'avez pas le sentiment que cette activité touristique, elle prend de l'ampleur et elle s'étale sur la saison? Et que vous pouvez travailler pour que ce soit de janvier à décembre Moi, si vous voulez, il y a un point commun avec que je partage avec... j'ai lu le programme de Laurent Perrondet, et même celui de 2020. Il faut tendre vers la ville aux 4 saisons. C'est un terme. Bon, là-dessus, je crois que M. Perrondet, vous êtes d'accord. Bon, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, sur l'intention, nous avons des points communs. On a tous des points communs sur l'intention. C'est inévident. On défend notre Lacano parce qu'on aime Lacano. Mais après, on a des différences sur le comment. Voilà. Je pense que, par exemple, sur l'activité touristique, on pourrait peut-être plus lisser ou tuiler l'activité pour décongestionner ce que j'appelle l'hortalisation. Ce n'est pas le terme peut-être approprié, mais enfin, je le revendique. C'est-à-dire d'essayer de lisser et de décongestionner le centre-ville par d'autres activités sur un territoire. M. Perrondet le rappelle souvent, océan, lac, forêt, on a un espace de jeu magnifique, de faire peut-être d'autres activités, créer des PR, etc. etc. Bon. En tout cas, lisser l'activité, et pour qu'on puisse peut-être essayer de gratter, entre guillemets, des activités en pré-saison, c'est-à-dire grosso modo qu'on puisse... Nous sommes le 10 mars. Nous sommes le 10 mars. Bon, le 10 mars, on est mardi, à cette heure-là, à la Cano-Océan, il y a quand même beaucoup, je crois qu'on est tous à le reconnaître, beaucoup de commerces fermés. Il faut essayer peut-être, effectivement, de susciter, comme dans d'autres stations balnéaires qui y arrivent. Moi, je suis désolé, je suis allé en Vendée il n'y a pas longtemps. Sur des stations plus petites, on arrive à faire de l'activité quasiment à l'année. Laurent Perrondet, vous êtes maire de la Cano, mais vous êtes aussi président de l'Office de tourisme intercommunal Médoc-Atlantique. Donc vous avez cette casquette de président d'Office de tourisme intercommunal. Est-ce que cette saisonnalité qu'on cherche à éteindre pour la développer davantage sur l'année, c'est autour de l'activité tourisme, qu'est-ce que votre office de tourisme a pu faire ces dernières années pour essayer d'abord, est-ce que c'était cette stratégie, et si c'est le cas, qu'est-ce que l'OT a pu faire? La stratégie, elle est simple, elle est basée d'ailleurs sur la stratégie de la communauté de communes, c'est une stratégie de développement touristique, mais on ne travaille pas seul. Le GIP nous accompagne sur toutes nos politiques, et en particulier sur l'accueil. On a 2 types de touristes, les résidents, et je pense que mon travail en tant que président de l'Office du tourisme, c'est de remplir les lits d'hébergement, c'est de bien accueillir et de passer les bons messages. Et ensuite, il y a le tourisme du quotidien, tout ce qui vient de la métropole et tout ce qui vient de la Gironde et qui rentre chez nous tous les jours. On s'aperçoit que de plus en plus, ces gens-là, on ne sait pas d'où ils sortent, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, on a beaucoup de monde qui nous visite tout au long de l'année. Les commerçants ont fait quand même beaucoup d'efforts. Ils sont venus souvent un peu plus jeunes pour relancer un peu une dynamique. L'arrivée des réseaux aussi a fait le reste. Quand on rentre dans un restaurant, aujourd'hui on sait en particulier si on va bien manger, qu'on est monté en gamme. Je ne le conteste pas, on est resté populaire, on est resté vivant, mais c'est vrai qu'on est monté en gamme. Et ce monter en gamme nous a attiré une clientèle qu'on n'avait pas auparavant. On ne fait plus la une des faits divers, on ne fait plus la une pour ce qui se passe de bien à la Cano. Je rebondis juste sur l'Office du tourisme, qui est en lien direct, puisque c'est la région qui a la compétence. Nous, on se base sur le GIP, sur la feuille de route Littoral 2030, et on regarde d'un œil intéressé toujours ce qui se fait avec la stratégie marketing durable de la région. C'est le document guide aussi, et quelques actions des Néoterra. Je regarde aujourd'hui comment on peut capter, parce que c'est faire venir des gens chez nous, mais qui nous respectent. Nous, on est très très heureux, on vit très très bien ensemble, les visiteurs. On a par exemple des parcours aventure qui s'appellent Terra Aventura, tout à fait incroyable, c'est un succès fou en région Nouvelle-Aquitaine, c'est enfants, parents, grands-parents. On découvre ce qu'est la nature chez nous, ce que l'on a pu faire, ce que la main de l'homme a pu faire, en particulier sur la restructuration de marais, la remise en état de zones humides, et ça fait partie de notre patrimoine. C'est ce qu'on vend aujourd'hui dans nos offices, parce qu'on s'adresse à qui? À une clientèle familiale et sportive. C'est ça qui a apaisé la ville aussi. Et aujourd'hui, cette ville sportive et familiale, sur les ailes de saison, c'est les grands-parents qui viennent avec les enfants, et on dirige nos campagnes de promotion touristique dans l'Europe entière sur ces actions bien précises à l'attention. Je vais vous donner 2 chiffres importants.
56% des émissions de carbone, c'est lié au transport touristique. Voilà, au transport. Déjà, les 56% d'émissions, elles sont là, c'est le tourisme. Mais c'est leur transport pour venir chez nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les mobilités, sur le transport collectif, sur les voies douces, sur tout ce qui peut arriver. On parlait du train, je l'ai entendu tout à l'heure. Oui, le tram-tram. Voilà, ça va nous faire beaucoup de bien. Certains sont un peu réticents, ça va nous amener encore plus de monde. Ça s'organise. J'ai entendu parler parfois de régulation, j'ai entendu parler de décroissance. Non, 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 non. Ça, c'est du désenchantement. Nous, on doit vivre ensemble, mais nous, la volonté des élus, et notre responsabilité, c'est de l'organiser. Et en tant que président de l'Office, le message aux équipes, il est toujours le même, comme au syndicat de bassin versant que je préside, c'est anticiper et innover. Et toutes ces choses-là, on les anticipe et on les innove. On peut le voir en matière de sécurité, où on a fait de gros efforts de recrutement, on a équipé. Donc ça aussi, ça rassure. Ce n'est pas des choses qu'on met sur le devant de la scène, mais le tourisme, c'est quand même ce qui nous fait vivre toute l'année. Le ruissellement, il est où? Voilà, un mot sur ce que disait M. Berck. Moi, j'ai les chiffres des entreprises. Le maire, avec les chambres de commerce, il a les augmentations. Ça a progressé de 35% depuis 2014. Les entreprises qui ont été créées sur le territoire, elles sont encore plus importantes. Et ça fait vivre qui? Tous les jeunes qui ont créé des petites entreprises du bâtiment, qui sont toute l'année en train de s'occuper de ce parc résidentiel. Où ça ruisselle aussi? Les droits de mutation. Notre ville est devenue attractive. Monsieur Berck citait tout à l'heure le prix du mètre carré. Parfois, c'est même au-delà. Oui. D'accord? Oui, donc, d'accord. ces droits de mutation qu'on perçoit sur les ventes, ce parc qui tourne aujourd'hui, et du fait que cette commune est devenue très attractive, ça alimente aussi le fait qu'on n'a pas besoin d'augmenter les impôts à la Cano, puisque je vous prends un exemple l'année dernière, c'est 1 400 000 € qui sont rentrés dans les caisses de la commune par rapport aux droits de mutation. C'était 600 000 € en 2014. Et c'est aussi les taxes que vous collectez grâce aux plateformes de tourisme. Bien sûr. C'est également les taxes de résidence secondaire. Oui. Voilà, tout ça participe bien évidemment. Bon. En revanche, vous n'avez pas répondu juste sur le secteur d'activité en disant, voilà, on est sur le tourisme, mais est-ce qu'on développe d'autres choses? Vous avez parlé du surf, vous avez parlé de l'aviation, voilà. Où est-ce que de l'aéronautique? C'est important parce que je veux, M. Nia, un point là-dessus, c'est important de savoir les autres secteurs d'activité. Vous voulez aller où construire zone de la Meule? C'est complet, on vient de faire 10 lots supplémentaires et elles sont tous occupées. Il y a des terrains sur l'extérieur de la Meule. Ah oui, en zone naturelle, en Natura 2000? Non, sur le côté, sur l'extérieur de la Meule, il reste quelques terrains. Vous êtes en pleine zone Natura 2000 entre deux crastes, et derrière, vous êtes en zone naturelle, espace naturel remarquable. Donc la zone, elle est occupée dans sa totalité. Sur le derrière de la zone, il y a... Tout autour de la zone, aire de grand passage du côté sud, du côté ouest. Oui. Tout ce qu'il y a de l'autre côté, la délimitation de la zone d'activité, où nous voulons créer ces deux lots, c'est une zone Natura 2000 avec des espaces naturels remarquables. Donc là, il n'y a pas de possibilité. En tout cas, on voit bien que vous êtes contraint, géographiquement parlant. On a dit monsieur Lestage, j'allais dire monsieur Julien. Monsieur Lestage citait tout à l'heure la loi littorale, mais le millefeuille, il est beaucoup plus épais. On est sur les zones humides, d'ailleurs on est en train de terminer l'étude sur les zones humides. Je reviens sur les propos de M. Berck. Il parle de Rosima. On ne peut pas dire que Rosima n'est pas une boîte, enfin une association remarquable, et vous l'avez souligné, qui nous accompagne sur le sujet. Rien n'empêchera dans cette zone. Mais je vais prendre cet exemple-là. La zone, on a acheté 24 hectares. Vous voyez, quand on vend des biens, mais on achète aussi des biens. 24 hectares de zone d'activité. Quand on a fini les travaux avec les services de l'État, et en particulier, vous avez cité l'Adréal tout à l'heure, on nous demande de réduire dans la procédure, éviter, réduire, compenser, on tombe à 6 hectares. Et pour construire ces 6 hectares sur la zone, il faut trouver 80 hectares de compensation. Voilà comment on traite aujourd'hui la ruralité, comment l'État interprète parfois les règles, donc on est toujours en train de batailler. Mais dans ces 6 hectares, il peut y avoir justement un bâtiment totem, start-up et tout ce que l'on peut faire, c'est prévu, ce bâtiment totem, mais il pourra avoir aussi des lots sur d'autres activités en fond de zone et sur une extension future. Monsieur Perrondet, ce que je regrette, si vous voulez, c'est que, vous connaissez peut-être même mieux que moi certainement la Cano, vous êtes l'enfant du pays, depuis, vous êtes élu en 2008 à l'opposition, vous êtes maire depuis 2014, on va prendre 2014, donc 12 ans, en 12 ans, et c'est tout à fait louable, cette idée de Rosima. Moi, j'ai lu le rapport du conseil d'administration de Rosima, qui ne parle pas de la Cano, qui parle surtout de Segor, de se concentrer sur Segor. Parenthèse fermée.
Je dis simplement, en 12 ans, on aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite. Je sais que c'est difficile. Les partenariats, je connais les politiques publiques, c'est très difficile, je vous le reconnais. Vous avez vu la gendarmerie, M. Berck? Je sais. Le dernier crapaud apparu, ça fait 11 ans. J'en ai fait construire, et en plus, quand une gendarmerie coûte 3 millions, à la sortie, il y en a pour 7. Je connais parfaitement le sujet. Donc, je dis simplement qu'on aurait pu... Et je suis pour ce genre d'implantation de techno-industrie, de clusters, etc. Alors bien sûr, ça ne sera pas un cluster comme dans les agglomérations françaises, bordelaises, lyonnaises ou toulousaines, c'est évident. Mais on peut construire des choses, et effectivement, en respectant l'environnement. Laurent Perrondet sait très bien que je connais bien le terrain des crasses, des inondations, etc. C'est un sujet qui m'est à cœur. Effectivement, pour enjamber les ronds et enjamber la Berle, c'est compliqué, ce sont des zones, etc. Mais il y a des possibilités quand même d'extension à la marge. Je suis d'accord avec M. Perrondet qu'il faut être extrêmement prudent. Il y a des questions, je dirais, environnementales qu'on ne peut pas... Il y a des lignes rouges, comme on dit, là-dessus. Mais je pense qu'il y a des marges de manœuvre, il y a des marges de progression à faire sur les années qui viennent, le plus tôt possible, notamment pour essayer de répondre à l'emploi et au logement. Qui dit économie, emploi et logement. Si vous êtes par hasard conseiller municipal, si vous êtes élu conseiller municipal, je vous inviterai à un comité de pilotage avec l'Adréal. Voilà, l'invitation est lancée. On va pouvoir aborder. Vous inquiétez pas, l'Adréal, je les ai pratiqués. L'invitation est lancée. On va pouvoir aborder un autre sujet qui anime la commune de Lacanau depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. C'est la création. Alors pour que les auditeurs, les gens qui nous regardent comprennent bien, vous avez donc la plage du Moutchik, qui est une plage qui se trouve au bord du lac de Lacanau, la plage du Moutchik, et en se baladant un petit peu après le Moutchik, on arrive sur le quartier de Carrère, mais avant Carrère, il y a une zone avec quelques bâtiments à l'abandon, une magnifique villa qui s'appelle la Villa du Commandant et qui donne sur le lac. À cet endroit-là, il y a quelques années, il y avait une base hydravion dans les années 14-18, ensuite il y a eu un centre médico-social. Donc ce site a été urbanisé par le passé, et sur ce site, monsieur le maire, vous avez eu un projet qui était de construire un pôle de santé, le pôle de santé de Moutchik, avec une radiologie, une crèche, un EHPAD, plusieurs spécialistes en médecine, etc., etc. Donc ce projet était mené avec un promoteur qui s'appelait... Réalité. Qui s'appelle Réalité, et puis avec le pavillon de la mutualité qui vous accompagnait. Le projet a été contesté au tribunal administratif, les permis sont tombés, et le projet a été annulé. Aujourd'hui, monsieur le maire, donc vous revenez avec ce dossier en disant, mais non, bon, c'est peut-être, on va retravailler la copie et on va représenter ce projet de pôle de santé du Moutchik. Vous y tenez, hein, vous ne lâchez pas là-dessus. Alors, on revient sur les questions de foncier, sur les questions de loi littorale. Hein. Ce qui a fait tomber le projet, c'est l'application de la loi littorale et puis la pression des associations de défense de l'environnement et des associations de riverains. Donc, monsieur le maire, on a bien compris, vous maintenez ce projet, vous voulez le représenter. On vous pose la question. Alors, dans ce projet, il y a un point particulier, c'est la création d'une maison de retraite, un EHPAD. La prise en compte, la prise en charge de nos anciens, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société. Il y a une maison de retraite à Lacanau-Ville, mais elle est pleine. Voilà, donc dans la présentation de ce dossier, comment vous positionnez par rapport à ce projet, et puis comment vous positionnez aussi par rapport au projet d'une maison de retraite à Lacanau? De manière assez brève, parce que nous avons pris énormément de retard. Écoutez, sur l'ex-CMS, l'ex-préventorium du Moutchik, notre position, nous, pour Lacanau demain, elle est très claire. Bon, la chose a été jugée en cours d'appel administratif, etc. Pas revenir là-dessus. Il y a des attendus qui ont été donnés, notamment au niveau environnemental. Notre projet, nous, c'est de ne pas laisser, évidemment, on ne va pas laisser une friche. L'exemple du CFM d'Ourtin et de l'aérium d'Arès, malheureusement, je crois que tout le monde est d'accord, il faut que ça bouge. Bon. Nous proposons de redonner dans ce site un esprit environnemental, un esprit santé-bien-être par un parcours, et également un côté culturel et associatif. C'est pour ça que nous proposons dans notre programme, notre projet, une agora de la biodiversité qui peut bénéficier à l'ensemble de la population, notamment les jeunes, les associations, qui peuvent avoir un point d'ancrage, d'autant plus qu'il y aura un aspect pédagogique culturel, et ça tombe bien, nous avons la maison du commandant qui, nous le préconisons, c'est le cœur nucléaire de la culture et du patrimoine de Lacanau, que tout le monde connaît bien à Lacanau, la maison du commandant. Donc ça, c'est votre projet pour cet endroit-là. Voilà. Pour ce qui est de l'EHPAD, Pour ce qui est de l'EHPAD, je connais un petit peu, l'EHPAD est à 48 lits.
Bon, il était à 40 que c'est construit, bon, il y a eu 8 lits de plus, on est à 48 et on bloque. Si on fait une comparaison territoriale, certes, on me dira, c'est pas la même commune, c'est peut-être pas la même sociologie, etc. Je vois Castelnau qui a 4800 habitants, ils ont 80 lits. Ailleurs, effectivement, la moyenne est supérieure. Pour 6000 habitants, voire peut-être 7005 ou 8008, selon le SCOT, on ne peut pas se contenter de 48 lits. Il y a des listes d'attente énormes. Même moi, j'ai été obligé, mon père, d'attendre. Voilà. Donc, mais il faut un autre EHPAD sur la Cano. Il faut une extension. Une extension. Il faut essayer de tenter d'avoir avec l'ARS. Je suis désolé, mais l'ARS, alors je sais qu'il y a un moratoire national, j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. J'ai pris des contacts de conseil départemental, etc., avec l'ARS. Il y a un moratoire qui s'applique pour le département. Lorsqu'on ferme des lits quelque part, et ça arrive, dans l'est du département, ça arrive, on peut les reporter. Donc il fallait aller chercher ces lits. 15 lits en hébergement, une unité spécialisée protégée, une UP, on appelle, un accueil du jour, au minimum 3 lits, etc. On a chiffré, c'est pas si cher que ça. La moyenne de financement est de 80%. Donc, agrandissement de la maison de retraite de la Cano. Rodolphe India, sur le pôle de santé du Moutchik et la maison de retraite. Alors, sur la maison de retraite, nous sommes également pour une vingtaine de lits supplémentaires sur l'EHPAD actuel. Donc, le rénover et une extension de l'EHPAD actuel, parce qu'il nous semble important de garder nos aînés en centre-ville. Alors, c'est vrai, le Moutchik, c'est un endroit merveilleux. J'ai grandi à Carrère, donc je peux en parler. Mais malheureusement, les personnes qui sont relativement indépendantes sont loin de tout. C'est vrai que le samedi matin, c'est pour certains habitants, résidents de la maison de retraite, un réel plaisir de venir au marché ou de venir voir nos petits commerçants. Votre projet pour ce lieu, sur ce site? Alors, sur l'ancienne CMS du Moutchik, nous sommes pour rénover 2 bâtiments sur l'ensemble des bâtiments existants et pour conserver le site naturel, bien entendu entretenu, mais pour le conserver naturel. Je suis un petit peu sur la même longueur d'onde que Jean-Yves Masse en 2020. D'accord. Monsieur Perrandé, en 1 minute chrono, je sais que je vous demande quelque chose de difficile. Allez-y. D'abord, monsieur India, vous avez un peu de mal avec les EHPAD et les RPA. Les personnes, c'est des personnes dépendantes. Oui, j'ai bien pas une maison de retraite. Oui, mais il y en a quand même qui ont de la mobilité. Tout à fait. Donc on n'est pas sur une proximité de centre-ville, monsieur India. On est sur des personnes dépendantes. Il faut savoir de quoi on parle. Non, mais je sais de quoi je parle. Non, vous savez pas. Il y a quand même quelques personnes Parce que vous en avez dit beaucoup de mal. Vous voyez, je vais le dire en 1 minute, on a investi 1 700 000 €. Monsieur Berck, vous avez fait rentrer votre papa, je ne pense pas que vous l'aurez fait rentrer dans un établissement détestable. On a refait tout du sol au plafond et partout. Il nous reste encore 20% de chambres à rénover. C'est des EHPAD, on y mange aussi bien que dans un restaurant, et vous doutez bien que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Sauf que, sur ce projet, et j'y reviens, puisque vous l'avez évoqué, le jugement, vous l'avez évoqué, monsieur Berck aussi, le juge, c'est pas lui qui pose les règles du terrain. Le juge, il a fait tomber l'autorisation de défricher, il a parlé aussi de la loi littorale, mais il a surtout, et il avait peut-être un peu raison, et je le reconnais, il va falloir qu'on soit meilleur, on n'a pas démontré l'intérêt public majeur. Je pense qu'il fallait qu'on aille beaucoup plus loin avec les partenaires, et ça devient aujourd'hui, c'était un sujet récent à l'époque, aujourd'hui il faut qu'on le renforce. Donc vous allez revoir la copie. On a fait plus que ça. On a retravaillé le SCOT des Lacs Médocains, qui est le document supérieur au PLU. L'endroit du terrain où on envisage de faire ce projet-là est devenu un village. Et le village, dans sa notion, dans le droit de l'urbanisme, fait obstacle à la loi littorale. Alors le terrain avait été défriché à l'époque parce que le porteur de projet l'avait défriché. La préfète avait signé l'autorisation de défricher. Dans son descriptif, elle n'avait pas été très à droite parce qu'on était monté à Paris pour présenter le dossier, pour faire signer cette autorisation de défricher. Le cadre aujourd'hui et le règlement sur le terrain, j'entends beaucoup de bêtises, pas des colistiers ou des candidats, mais aux alentours, mais il y a une dame d'ailleurs qui est dans une des 2 listes, je ne sais plus, qui mène la fronde contre ce projet. Le juge, c'est pas lui qui fait les règles du terrain. Il a pris une décision à un instant T, on en a pris acte. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour qu'on relance ce projet. Je vous remercie. On va passer maintenant à la carte blanche de nos candidats. Un projet en 1 minute. On vous écoute. En 1 Monsieur India, si vous voulez bien prendre la parole. Alors, sur un projet, je vais rebondir sur le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est effectivement le logement. Je suis effectivement pour le BRS, ce que nous appelons le bail réel solidaire, qui est donc la possibilité d'avoir une accession à la propriété
pour un prix nettement inférieur au prix actuel. Donc effectivement, sur le BRS, pour l'expliquer rapidement, on dissocie le bâti du foncier. Donc ça permet à des ménages d'être propriétaires de leurs biens et d'avoir une toute petite redevance sur le terrain par rapport à la municipalité, par rapport à la mairie. Voilà. C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur, et qui est notamment à l'origine de ma candidature. Très bien, écoutez, vous avez été concis, bravo. Monsieur Berck. Écoutez, le projet, moi c'est plutôt un autre style de gouvernance que je propose. Tout simplement. D'abord une gouvernance dans l'équité, la transparence et avec beaucoup de démocratie participative. Après, chacun jugera, l'électeur jugera dimanche, mais nous estimons, nous, à la liste Lacano demain, que le marqueur de démocratie participative est en panne sur Lacano. Donc je compte relancer la démocratie de proximité par une réforme des conseils de quartier, une véritable déclinaison de la politique de la ville, la loi 2014. Là-dessus, je pense que c'est important, avec une écoute, comme je dis, au plus près du portail. Donc là-dessus, il y aura, et en plus des actions de citoyenneté, notamment de faire plus impliquer le conseil municipal des jeunes comme prescripteur de différents domaines, dans le domaine de la citoyenneté, dans le domaine de la prévention spécialisée, etc. Je crois qu'il y a un gros travail de gouvernance là-dessus et d'éviter, certaines postures qui est un petit peu, et c'est pour ça que nous sommes tout à fait partants pour éviter un troisième mandat. C'est à moi ? Tout à fait. Je rebondirai sur les propos de M. Berck. Alors, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir parce que... Vous pouvez choisir votre... Bien sûr, je choisis mon thème, il est libre. J'ai reçu en 12 ans plus de 3000 personnes à rendez-vous. Nous avons multiplié les comités de concertation, les comités locaux, sur tous les grands sujets, toute la population était associée. Donc c'est un peu le discours démagogique de tous les candidats d'opposition aujourd'hui. Quand on souhaite prendre la place, on dit « Oh, il dirige tout seul ». Moi, je suis plutôt fier, et ça sera mon projet principal pour le mandat qui arrive. Vous avez 140 propositions, on a évoqué tous les grands sujets et toutes les propositions de demain. Moi, c'est passé 6 belles années avec l'équipe que je suis en train de préparer, de me lever tous les matins avec la joie de vivre, de ne pas être dans la décroissance justement, mais être dans plutôt le projet, l'ambition, et cette équipe-là qui m'accompagne, je suis sûr qu'elle va se mettre au travail, et puis remercier peut-être les canolais pour tous les petits messages d'amitié, de sympathie que j'ai reçus ces derniers jours et d'encouragement. Donc ça, c'est plutôt le message que je souhaitais faire passer. J'embauche en chantant et j'espère que ça va continuer. Eh ben, je vous remercie à tous les trois. Merci. La campagne n'est pas terminée, on est dans la dernière ligne droite, bien évidemment, mais vous avez jusqu'à dimanche pour aller voter et donc également décortiquer les programmes à la lueur de ce qui a été dit sur ce plateau. Julien Lestage, merci d'avoir co-animé ce débat et merci à vous de nous suivre très régulièrement. On vous donne rendez-vous bien évidemment le 15 mars. Nous serons en direct sur ce plateau pour vous faire vivre les soirées électorales de ce premier tour avec tous les résultats de toutes vos communes à travers la Nouvelle-Aquitaine. Tous nos confrères des différents départements seront là en direct et nous aurons également des équipes qui nous donneront les ambiances dans les QG de campagne. Nous analyserons et nous commenterons tous les résultats. Donc soyez au rendez-vous sur TV7 et sur Sud-Ouest. À très vite.